Très bien. Si tout le monde est prêt, je vous propose de commencer cette séance du Conseil municipal. Bonsoir à tous. Je vais demander à Isabelle Thomas si elle veut bien être secrétaire de séance. Oui. Merci Isabelle. Je te demande de bien vouloir faire l'appel, s'il te plaît. Peut-être le petit bouton du côté? Non? Non, c'est allumé? Ne cassez pas mon matériel. Non. Je pense, si, ça s'allume. Rappuie. Rappuie. On va faire une formation samedi matin sur les micros. Voilà, ça s'allume. Heureusement, on n'a pas voté le budget. Peut-être qu'il faut qu'on mette un budget supplémentaire pour les micros. Je coupe. Voilà, bonsoir à tous. Je fais l'appel. Marie-Hélène Mathieu, Didier Verdillon, Catherine Laforêt, Philippe Descottes, Claude Basset, Virginie Bognard-Philippazzo qui a donné son pouvoir à Marie-Hélène Mathieu, Marielle Lassalle, Philippe Six, Isabelle Pigeon a donné son pouvoir à Karine Genois, Alain Daltier, présent. Jérôme Pirot, Laurent Sevray, présent. Isabelle Thomas, Éric Aptel a donné son pouvoir à Philippe Descottes, Karine Genois, Katia Pontalcogne, Bertrand Madamour, Sidney Govou, Sophie Languillaume, absente, Amalia Fraioli a donné son pouvoir à Catherine Laforêt, Justine Josse a donné son pouvoir à Isabelle Thomas, Anna Werner a donné son pouvoir à Bertrand Madamour, Isabelle Delorme, Valérie Guillemant, Laure Velay, Marc Gaglione, Ludovic Belmefrezol, Gaël Estublier, Emmanuel François. Merci. Merci Isabelle. Avant de démarrer l'ordre du jour du Conseil municipal, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Côme et Lison, qui sont deux représentants du Conseil municipal des enfants. Ils sont là ce soir, pas pour assister à une séance complète du Conseil, parce que c'est quand même un Conseil un peu particulier, puisque c'est le vote du budget 2023, mais ils sont là pour nous présenter un de leurs projets qui devrait démarrer bientôt. Et on aura le plaisir de les accueillir tous autour de cette table plutôt avant leur fin de mandat, donc avant fin juin, pour qu'ils assistent à un conseil municipal en entier. Et donc c'est avec plaisir que, Côme et Lison, je vous cède la parole et je vais vous allumer votre micro. Madame le maire, mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux, parmi les projets que nous avons formulés en début de notre mandat, celui d'un mur peint a été retenu lors des mises aux voix. Nous arrivons maintenant à la concrétisation de ce vœu. Le mur retenu est celui qui se situe dans l'allée devant la Goye et qui mène à l'école du bourg et à la Marraine, en contrebas de la mairie. Il mesure 17 mètres de long et 3 mètres dans sa plus grande hauteur. Nous ne pouvons pas réaliser ce travail de peindre un mur sans l'aide et le soutien d'un artiste habitué à ce genre d'intervention. Les encadrants du CME ont proposé de rencontrer un street arteur lyonnais prénommé Spectre qui a l'habitude de peindre et de taguer sur des murs de Lyon notamment. Le projet qui nous a été soumis va vous être projeté.
Ici, Spectre laisse apparaître tout son travail d'artiste qui manie l'abstraction par le biais de formes géométriques. À regarder de plus près, on s'aperçoit qu'il y a inscrit sa signature complètement à l'intérieur de l'œuvre. Ces initiations forment le corps du tableau. Il est intéressant de remarquer aussi deux monuments importants apparaissent en filigrane, le clocher de notre église et la mairie de Saint-Didier au Mont-d'Or. Les tons gris font ressortir les nuances de vert et autres couleurs plus fortes qui matérialisent la ruralité dans laquelle sont inscrites notre commune. En premier temps, Spectre va réaliser la base des dessins, puis nous peindrons au rouleau. Alors, est-ce que vous avez des remarques ou des questions à poser à ces deux jeunes élus ce soir? Marc? Ah bon? Qu'est-ce qu'on peut dire de beau? Déjà, vous avez du courage d'être venu devant tout le monde. Bravo, parce que les autres vous ont laissé faire le travail. Vous avez bien présenté l'idée, l'artiste choisi. Les tons gris, c'est l'artiste qui a tout préparé ou vous l'avez un petit peu aidé? Vous avez donné des petites pistes, des idées ou, Il nous a présenté deux tableaux, l'un où il y avait très peu de couleurs et un deuxième avec un peu plus de couleurs. Et on a demandé à faire un autre avec plus de couleurs parce que la ville de Saint-Didier, elle est très colorée. D'accord, bravo. Et le vert, c'est plutôt pour la végétation? Oui. On est 22. On est 22, mais ils nous ont prévenus, ils nous ont donné les dates et ceux qui peuvent viendront peindre le mur. Et c'est quand les dates qu'on vient de faire le retour? C'est quand, vous savez? On pense que ce sera plus sur une plaque en métal. Très bien. C'est un joli projet. Moi, je rejoins un petit peu les différents commentaires sur les couleurs. Je crois que c'est pas tout à fait définitif. Il y a du bleu qui va se transformer en vert ou je sais plus quoi. Mais c'est vrai, un petit peu plus gai pour être sympa. Mais c'est votre choix après. Hein, c'est votre projet. Donc, vous l'avez mis au vote et vous allez le réaliser. Donc, bravo. C'est une belle chose. Puis c'est une belle surface. Hein, 17 mètres par 3. Vous allez bien vous amuser. Et je regardais effectivement, le prochain conseil municipal, il est fin mars. Donc si vous démarrez déjà en février, c'est bien de pouvoir nous le présenter avant. Ouais, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions pour ces jeunes membres du conseil municipal des enfants? Non? Très bien. Eh bien, Com et Lison, merci beaucoup d'être venus avec nous ce soir. On espère vous retrouver à un autre conseil municipal avec tous vos jeunes collègues élus. Et puis, on vous libère parce que je crois qu'il y a de l'école demain. Et merci à monsieur et madame de les avoir accompagnés. Merci beaucoup les parents. Merci, on vous applaudit encore. Et allez. Vas-y, appuie dessus. Voilà. À très bientôt. Donc ça, c'était les enfants. Merci, au plaisir.
Donc on démarre ce conseil municipal par le point 2 qui concerne les comptes rendus des décisions du maire. Il y a eu une décision qui a été prise depuis le dernier conseil municipal du mois de décembre. Et c'était la décision de fixer la redevance annuelle de l'emplacement au parking Saint-Charles à 350 € hors taxe, donc pour une année. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur ce point? Gaël? Ça marche? On y arrive. J'étais en train de relire mes questions. Bonsoir. Moi, je voulais savoir, en fait, combien de places vont être finalement allouées et réservées pour des places payantes? On a une idée de combien exactement de places? En fait, parce qu'en fait, la partie basse est à moitié ou complètement payante? Alors, la partie basse, aujourd'hui, dans l'idée, c'était de pouvoir la réserver aux commerçants. Donc, Philippe Six a fait le tour de tous les commerces. Il y en a encore qui n'ont pas rendu leur réponse. Aujourd'hui, je ne sais pas combien il y a de places de louer de manière ferme. Tu sais, Philippe ? Non seulement aux commerçants, mais aux professionnels de la santé. Ouais, donc dans les 6, il y a déjà 2 professionnels de la santé. Et il devrait y avoir peut-être une quinzaine de badges utilisés à ce jour. Donc en fait, finalement, la moitié du parking en bas sera loué, quoi. C'est à peu près ça l'idée. La moitié est réservée aux commerçants et professionnels de la santé. L'autre moitié est réservée à d'autres usages. Okay. Et notamment au stationnement des agents. Voilà, des agents qui travaillent sur la commune. Moi, j'avais juste un point. Vous savez que le parking me tient à cœur, mais sans être un peu redondant en permanence. Mais comme c'est quand même un gros investissement et qu'il y a quand même pas mal de coûts qui vont venir en plus sur ce parking, des coûts d'entretien, le portail, je sais pas, il y a pas mal de choses. Peut-être on va poser un jour des bornes électriques. Le nettoyage, la maintenance des bornes, la maintenance des panneaux photovoltaïques, la végétation, etc. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant à un moment donné d'avoir, parce qu'on est quand même redevable de l'utilisation de l'argent public, d'avoir une sorte de budget, je ne vais pas dire que c'est un budget, mais un suivi analytique de ce que coûte cet investissement auprès de la commune. C'est un investissement qui a différentes qualités, mais voilà, avoir quelque chose d'analytique qui nous dise, voilà, au global, le budget, parce qu'on a quand même rajouté un petit peu d'argent sur la suite des travaux, il y a peut-être encore des choses qui vont arriver, et puis surtout, c'est quoi le budget de fonctionnement de ce parking? Voilà, moi, je m'interroge juste sur ça. Vous connaissez mon point de vue, je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais voilà, avoir une idée, on ne parle pas de rentabilité, on parle juste, comme on a pu en parler de manière un peu différente sur la halle, d'un investissement important, ça va entraîner des coûts. Est-ce que la revente d'électricité va permettre de compenser une partie des coûts qui vont être engendrés? Et voilà, qu'est-ce que ça va faire supporter à la commune en termes de budget de fonctionnement? C'est un peu ma question. De toute façon, les chiffres, effectivement, on va les tenir à jour. Il est inauguré depuis le 19 novembre, donc on n'a encore pas le recul suffisant. Aujourd'hui, les commerçants n'ont pas tous pris leur badge. Mais on donnera les chiffres, bien sûr, sur les panneaux photovoltaïques qui sont en marche aujourd'hui. On n'a encore pas le recul. On sait certainement ce qui est remis sur le réseau, mais on l'a pas chiffré. Mais on vous donnera les chiffres, bien sûr. Oui, okay. On donnera les chiffres. Merci. D'autres choses, Isabelle? Bonsoir à tous. En préambule, je voulais juste rappeler aussi que quand on pose des questions, c'est au nom de toute la liste SDA, c'est pas l'attribut de la personne qui les pose. Je voulais juste savoir, au niveau de la végétalisation, est-ce qu'il y a des essences qui ont été déjà choisies et qui va faire l'entretien des panneaux, du coup, parce que pour pas que les panneaux soient couverts par éventuellement la végétalisation s'il ne fait pas trop chaud. Alors, c'est déjà planté? Oui, mais c'est déjà planté. Oui, c'est tout planté. En pleine terre et sur les treilles. Donc, les végétaux, écoute, je ne sais pas les noms, moi, hein, mais oui. C'est planté. Non, voilà, tout est planté. Oui, tout est planté. Okay.
Et l'entretien donc se fera par... Ce sont nos espaces verts qui vont avoir l'entretien du parking. Ok, merci. Et du jardin. Oui. D'autres points? Très bien. Donc, nous passons au point suivant, qui est le point 3, et qui concerne l'approbation du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2022. Il y avait une question de SDA qui concernait un point qui portait sur la ZFE. Et donc, nous vous proposons de rajouter effectivement la phrase que Laure ou SDA, je ne fais pas de distinction. Hein. Quand je vous appelle par vos prénoms, c'est plus par, voilà, pour vous désigner plutôt qu'autre chose. Donc, je vous propose de mettre dans le gras, c'est-à-dire dans les petits points avec les flèches qui portent sur la délibération, qu'on demande à la métropole, en lien avec le Citral, de développer d'abord l'offre de transport en commun avant de procéder à l'application des mesures énoncées. Il faut que les grands Lyonnais puissent constater qu'ils peuvent se passer de leur véhicule thermique avant de limiter leur utilisation. Donc c'était ce que vous aviez donné en séance et ça sera rajouté dans le compte-rendu de décembre. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques ou questions sur ce compte-rendu ? Très bien. Donc, je le porte au vote. Oui, Gaël ? Ah ben, alors je vais me reculer. Je trouve que pour une fois, ouais, tu vois, parce que dès que je pense que la page 14, il doit y avoir une coquille. Page 14 du compte-rendu. Qu'est-ce que c'est la page 14 ? La coquille. Alors, au milieu de la page, avant la liste des personnes, il y a un paragraphe qui commence par « sont déclarés élus membres de la commission ». Oui. Il s'agit de la commission d'appel d'offres et non pas de la délégation des services publics, me semble-t-il. Très bien. Merci Philippe. Donc on va faire cette rectification. Tu en as vu d'autres? Il n'y avait que celle-là. Ok, très bien. Donc je vous propose de le mettre au vote avec les rectifications apportées. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre unanimité. Alors ce soir, c'est un conseil municipal qui porte principalement sur le budget. Donc c'est le conseil municipal de l'adjoint aux finances. Donc Philippe, je te passe le micro pour le point 4 qui concerne l'assujettissement TVA du service parking Saint-Charles sur le budget principal. Bien, donc effectivement, dans la mesure où il y aura matière pécuniaire dans ce parking, il est soumis à la réglementation qui explique que les locations d'emplacement pour le stationnement des véhicules sont taxables de plein droit à la taxe à la valeur ajoutée. Donc ça, c'est la réglementation. Donc dans le cadre du parking Saint-Charles au niveau 0, on en parlait tout à l'heure, les professionnels qui ont une convention précaire vont devoir payer une redevance qui sera taxable à la TVA. Donc c'est ce que l'on vous demande d'approuver. Avez-vous des questions, des remarques sur ce point? Très bien. Je vous propose de le porter au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre unanimité. Philippe, tu reprends la parole sur le point 5, qui concerne les taux d'imposition 2023. Bien, donc les taux d'imposition pour l'année 2023, donc qui sont de plein droit à faire l'objet d'une approbation du Conseil, sont les mêmes que ceux qui étaient en 2022. Donc il est rappelé qu'effectivement, la taxe d'habitation
a disparu pour les résidences principales, mais qu'elle subsiste sur les résidences secondaires. Et au niveau de la taxe foncière, que ce soit pour le bâti ou le non bâti, nous retrouvons les mêmes pourcentages, donc le même niveau en 2023 par rapport à 2022. Petite précision, au niveau des résidences secondaires, il y a actuellement 160 résidences secondaires. Ça représente un montant de taxes de 111 000 €. Donc nous vous demandons d'approuver ce maintien des taxes en l'état. Oui. Moi j'ai une question. En fait, plus que la taxe d'habitation a disparu, c'est vraiment très fort. La taxe d'habitation a disparu. Est-ce qu'il ne serait pas, et que finalement on est dans une commune qui est dans une zone tendue en fait, est-ce qu'il ne serait pas intéressant à ce moment-là de reconsidérer le taux de la taxe d'habitation qui pourrait être appliquée à ces résidences secondaires, puisqu'on sait que ça rapporte 110 000 € de taxes à la commune. J'aimerais juste soumettre cette idée-là pour une question extrêmement simple. On est dans une zone extrêmement tendue en termes de localisation. Il y a 160 maisons, d'après ce que tu me dis, Philippe, qui sont libérées. Et finalement, on garde la même taxe d'habitation alors qu'on perd une partie de nos revenus sur ce retour-là. Moi, je pense que ce ne serait pas totalement infondé de penser à revoir éventuellement, c'est une décision politique, mais de revoir éventuellement le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Et on peut le faire. Hein. Et par exemple, l'aligner sur le taux de la taxe foncière. Bah, après, on peut décider du taux, mais ça permettrait d'avoir une source de revenus supplémentaire. Ok, on en prend note. Bon, pour 2023, c'est un peu tard, mais pourquoi pas revoir la question pour 2024. Ok, on le note. L'incidence est assez faible. Hein. Bah, si tu mets 10%, ça fait 10 ou 12 000 €. C'est pas totalement fou. On peut imaginer, oui. Il n'y a pas de petite somme, de toute façon. Je pense. Je suis assez d'accord avec ça. D'autres remarques, Ludovic? Oui, j'avais une question sur la qualification de ces logements inoccupés qui sont qualifiés de résidences secondaires. Est-ce que ça veut dire qu'il y a d'autres logements inoccupés ou est-ce que ça comprend l'ensemble des logements inoccupés? Il me semble que c'est un décompte qui est fait par l'INSEE sur la base de déclaration fiscale, non? Alors, je ne vais pas vous donner le nom parce qu'effectivement, on ne l'a pas recherché, mais il y a deux décomptes différents pour les services fiscaux. Ça, ce ne sont pas les chiffres de l'INSEE, ce sont les chiffres des services fiscaux. Voilà. Donc 160 résidences secondaires et les logements vacants sont comptés à part puisqu'ils sont aussi taxés spécialement quand ils sont déclarés vacants par les propriétaires. D'autres choses? Très bien, donc je vous propose de le mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Ludovic, merci pour votre vote. Philippe, tu as toujours la parole pour le point 6, qui est la création d'autorisations de programmes et de crédits de paiement sur le budget principal, les APCP. Bien. Donc maintenant, nous allons parler des autorisations de programme et des crédits de paiement. AP comme autorisation de programme, crédit de paiement, donc CP comme crédit de paiement. Il s'agit d'initier donc cette forme de dépenses sur plusieurs années dans le cadre d'un engagement pluriannuel. Donc les autorisations de programme, c'est l'engagement que prend la commune sur un investissement, donc sur un certain nombre d'années. Et la commune s'engage sur ce montant. Et ensuite, les crédits de paiement, ce sont les crédits qui sont alloués annuellement sur chaque budget. Donc vous voyez que vous avez deux investissements qui seraient concernés par cette nomination, la maison Trévoux et le restaurant scolaire. Donc la maison Trévoux, il s'agit des travaux qui sont
a envisagé pour aménager cette maison à hauteur de 2 600 000 euros sur 3 ans. Vous voyez la répartition. 370 en 2023, 1,3 million en 24 et 930 en 25. Et ensuite, le restaurant scolaire. Donc là, le restaurant scolaire, c'est pour Saint-Fortuna. Donc c'est le projet pour un montant de 2 240 000 euros qui doit être défini, parce qu'il ne l'est pas encore, soit avec l'aménagement dans le cadre de la maison des Carriers, soit une construction extérieure dans le cadre de l'école de Saint-Fortuna. Et donc là aussi, sur 3 ans, les crédits à hauteur de 70 000 euros sur 2023, c'est assez modeste parce que c'est surtout des crédits en matière d'études. Ensuite, 550 000 en 2024 et enfin 1 620 000 en 2025. Donc, c'est ce pourquoi nous vous demandons d'approuver ce principe d'élaboration des dépenses. Est-ce que vous avez des questions? Des remarques? Très bien. Donc, nous le portons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre unanimité. Et nous enchaînons sur le point 7 qui concerne l'affectation budgétaire anticipée du résultat 2022 sur le budget principal. Philippe? Bien. Donc, nous allons d'abord parler du budget principal et ensuite du budget idéal. Donc, pour le budget principal, il s'agit de prendre acte du travail qu'a déjà réalisé depuis le début de l'année les services fiscaux pour établir un compte de gestion. Ça, c'est nouveau par rapport à ce qui était fait les années antérieures. L'élaboration de ce compte de gestion et sa prise en compte immédiatement nous permet d'éviter de refaire 2 fois les comptes budgétaires. Une fois dans le cadre du premier budget primitif et une deuxième fois lorsque on a voté le compte de gestion. Donc là, on anticipe sur la prise en compte des comptes de gestion qui sont établis par les services fiscaux. Comme il vous a expliqué, donc c'est en application de l'instruction comptable M14 qui est la nôtre actuellement. Ça permet de reporter au budget de manière anticipée, sans attendre le vote du compte administratif, lequel interviendra au printemps, et dans leur intégralité, les résultats de l'exercice antérieur. Donc on considère le compte de gestion provisoire qui a été transmis par le comptable public, c'est lui qui a fait les calculs, la fiche de calcul prévisionnel qui a été visée par ce même comptable, l'état des restes à réaliser, et enfin l'avis de la commission de la finance des finances qui a travaillé le 18 janvier sur la question. Donc nous vous demandons d'approuver les chiffres que vous voyez apparaître sur le tableau. La première ligne, donc, c'est l'excédent de la section de fonctionnement de 2022 à hauteur de 3 450 623 euros. Deuxième ligne, l'excédent cette fois-ci pour la section d'investissement de 2022, donc 52 133. Donc l'excédent, c'est le report de 2022 sur 2023. Le solde des restes à réaliser, d'abord en investissement 2022. Alors les restes à réaliser, ce sont les dépenses qui auraient pu être faites en 2022, mais qui n'ont pas eu l'occasion d'être faites, et donc qui vont devoir être réalisées en 2023. C'est pourquoi c'est un solde de restes à réaliser, à hauteur de 1 546 535. Et enfin, il apparaît un besoin de financement de la section d'investissement. Ça, c'est un besoin de financement qui apparaît à partir des prévisions 2023 à hauteur de 1 494 381 euros. Ensuite, vous avez une ligne affectation à l'investissement 2023, donc qui est la reprise du besoin de financement. Le report en section de fonctionnement, donc en excédent. Et quand vous additionnez l'affectation et le report en section, vous aboutissez à la ligne numéro 1 qui est l'excédent de la section de fonctionnement. Et enfin, vous avez la dernière ligne, le report en section d'investissement à hauteur de 52 133 euros. Donc, c'est l'ensemble de ce tableau qu'on vous demande de bien vouloir accepter. Vous avez peut-être des questions ou des remarques sur ces
sur ces chiffres? Laure? Nos remarques valent pour les points 7 et 9. Nous remercions le service finance et apprécions la recherche d'efficacité et de sincérité. Si nous sommes favorables à la méthode, nous ne sommes pas en accord avec l'ensemble des projets menés par l'équipe majoritaire, desquels résultent les éléments financiers pour lesquels nous devons nous prononcer. Donc nous nous abstenons. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Très bien. Donc je le porte au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc l'équipe de Saint-Didier autrement. Merci pour votre vote. Nous sommes maintenant au point 8 et ça concerne l'affectation budgétaire anticipée du résultat 2022 sur le budget annexe de la Halle des Monts d'Or. Philippe? Pardon. Même raisonnement, mais concernant cette fois le budget de la Halle. Il s'agit de reprendre les excédents et les reports concernant l'année 2022 sur 2023. Donc si je commente le tableau, nous avons d'abord un excédent de la section de fonctionnement de 2022 de 7 971 €. En ce qui concerne la section d'investissement, nous avons un excédent de 45 980 €. Bon, ça peut paraître un chiffre conséquent. Il s'agit surtout de régularisation de TVA sur travaux. Les soldes sont à zéro, donc à la fois les restes à réaliser et besoins de financement. Donc affectation à l'investissement, zéro, il n'y aura pas d'investissement en 2023. Report en section de financement, donc 7 971, c'est la ligne qu'on voyait en première ligne tout à l'heure. Et enfin, report en section d'investissement, il s'agit des 45 980 dont je viens de parler tout à l'heure. Donc c'est ce sur quoi nous vous demandons votre accord. Laure? Donc, le commentaire vaut pour les points 8 et 10. Nous sommes sensibles au conséquent travail de mise à plat effectué par le service finance, permettant une gestion plus saine de ce budget. Néanmoins, n'étant pas d'accord avec cet investissement majeur et étant inquiet pour son avenir, nous votons contre. D'autres remarques? Donc, je le mets au vote. Donc, qui est contre? L'équipe de Saint-Didier autrement. Qui s'abstient? Merci pour votre vote. Nous passons au point 9 qui donc porte sur le budget primitif 2023 et notamment sur le budget principal. Philippe? Nous allons maintenant étudier le budget principal de la commune. Alors, ce budget principal, déjà, est alimenté par les chiffres que nous venons d'accepter, c'est-à-dire l'excédent de fonctionnement de 1 961 242 €, l'excédent d'investissement de 52 000 €, les reports correspondant à réaliser 2022 pour un montant de 320 180 en recettes et 1 866 726 en dépenses. Donc si on fait la différence, on retrouve le solde tout à l'heure de 1 546 535, confère le tableau du point 7. Bien. Considérant également le débat d'orientation budgétaire qui a déjà amorcé les choix budgétaires, je peux maintenant vous commenter les différents tableaux. On va commencer par donc les dépenses de fonctionnement de ce budget. Alors, première ligne, la ligne 011, charge à caractère général. Vous voyez une nette augmentation d'un budget à l'autre. Ceci s'explique essentiellement par l'intégration dans cette ligne budgétaire des dépenses concernant la DSP, la délégation de services publics, qui antérieurement était groupée dans une autre ligne, qui a été remise sur cette ligne à la demande du Trésor public pour plus de cohérence dans le regroupement des dépenses.
Donc si vous rajoutez, c'est à peu près 850 000 euros, si vous rajoutez cette somme à ce qui était les dépenses habituelles, on arrive au montant qui vous est proposé de 2 383 218 euros. Bien. Deuxième ligne, il s'agit des charges de personnel, donc la ligne 012. On voit que là, il n'y a pas une grande différence. Le budget antérieur était à 2,2 millions, le budget proposé à 2 250 000. Pour mémoire, les dépenses réelles de personnel ont été nettement moindres, puisqu'elles ont été inférieures à 2 millions, en raison du fait que nous n'avons pas recruté l'ensemble du personnel en 2022 qui avait été prévu sur cette année. Et donc, nous allons bien sûr retrouver les dépenses sur 2023. Donc, il y a une évolution minimale au niveau des dépenses de personnel d'un budget à l'autre, comme vous pouvez le constater. La troisième ligne, atténuation de produits. Là, il s'agit tout simplement de ce qui est reçu par l'État et la métropole. C'est une petite somme. Pardon. Dépenses de fonctionnement, je suis dans les recettes. Oui. Non, alors, on est à 1,55 million contre 1,123 million. Bon, il y a une légère baisse, donc, de ce qui est versé venant de l'État et de la métropole. Après, la diminution vient surtout de la pénalité SRU qui sera moins importante en 2023 suite aux subventions qu'on a versées aux bailleurs sociaux pour les constructions. Ligne 65, autre charge de gestion courante. Là, on voit que ça diminue très nettement, mais c'est la contrepartie de ce que j'expliquais tout à l'heure, à savoir que les dépenses de la délégation de services publics étaient précédemment incluses dans cette ligne. Elles ont été sorties pour la mettre dans la ligne 011, la première de tout à l'heure. Donc, on retrouve à peu près cette différence de 850 000 euros. Les charges financières, 66, qui sont à peu près constantes. Donc, ce sont les remboursements des intérêts d'emprunt. Charges exceptionnelles, on a été un peu plus prudent. On les a prévues à 30 000. Donc, ce qui fait un total de dépenses réelles hors dépenses imprévues pratiquement constant au niveau des budgets. Si on compare aux réalisations, on est à plus 7%. Donc, ça veut dire que ce qui a été dépensé en 2022 est 7% moins que ce qui est prévu dans le budget 2023. Bon, une petite ligne dépenses imprévues et ensuite un total dépenses imprévues. Ça, c'est pour ceux qui ne suivent pas. C'est la petite coquille là, mais effectivement, il faut ajouter les 6 486 000 aux 140 pour avoir le total des dépenses imprévues. La dernière ligne, opération d'ordre, là, il s'agit des amortissements, 415 000. Pas de questions complémentaires sur ce tableau. Passons aux recettes. Alors, recettes de fonctionnement. Ligne 13, atténuation de charges. Là, il s'agit de subventions reçues par l'État et la métropole. Donc, il n'y a pas un grand changement. Ligne 70, produits et services. On prévoit un peu plus de produits sur les services, les domaines et ventes. Ligne 73, impôts et taxes. Vous voyez que la différence est quand même substantielle entre le budget 2022 et 2023. C'est le résultat de l'augmentation prévue par l'État des taxes, surtout la taxe foncière et autres taxes, donc du fait de l'inflation. Ligne 74, dotation, subvention, participation. On prévoit une diminution.
les produits, autres produits, une légère diminution, pas grand-chose à en dire. Au niveau des recettes totales, on voit que il y a une assez forte augmentation, mais ça c'est le résultat de l'augmentation des taxes dont je viens de parler, du fait de la prise en compte par les pouvoirs publics de l'inflation. La base du taux, en fait, j'ai pas totalement suivi le point en fait. C'est la revalorisation des bases en fait c'est la revalorisation des bases pour 2023 qui sera à hauteur de 7%. Okay. Bien, j'ai terminé pour ce tableau, pas d'autres questions? Alors, ensuite. J'ai une grosse voix, mais excusez-moi. En fait, je me posais la question de savoir si on sait, pour les habitants en moyenne, l'augmentation de la base de calcul, ça va être 7% total. 7%. C'est-à-dire qu'on peut annoncer à nos concitoyens qu'ils vont avoir globalement une... C'est même 7,1%. Ouais, bon, la précision, après, merci, ça dépend des valeurs locatives de chaque bien, mais du coup, oui, c'est 7,1 par rapport à l'année dernière. Et en aigné sur le Rhône, ça représente quoi comme augmentation, juste pour avoir un benchmark sur quelque chose, je sais pas, sur les autres communes aux alentours, est-ce qu'on a la même revalorisation aussi? C'est pour tout le monde, en fait, c'est les bases nationales, en fait, c'est l'État qui les fixe chaque année. Okay. Et donc on attendait les chiffres, et effectivement c'est 7,1 sur le niveau national, pardon. Donc l'État ne connaît pas la crise, quoi, c'est ça? En fait, c'est une revalorisation suite à l'inflation, en fait. C'est quand même lié à l'inflation. Ok, merci pour l'explication. On va passer aux investissements. Donc, dépenses d'investissement. Là, nous voyons les différents programmes. Donc, Maison Meunier, là, pour mémoire, 3005. Parking Saint-Charles, les 401 000, c'est ce qui reste à payer. Donc, les factures qui n'ont pas été présentées encore, du reste à payer du parking. Ensuite, 112 restaurants scolaires, 80 000. Il s'agit surtout, comme on l'a vu tout à l'heure, d'études de projets pour l'implantation du futur restaurant. Ligne 113, les écoles, donc 97 000. C'est tout ce qui est matériel et projets de végétalisation des cours d'école. 114 équipements matériels, c'est tous les équipements concernant tous les services, notamment par exemple les véhicules, le matériel informatique, etc. Donc là, il y a toujours un volant assez important de dépenses d'équipements à prévoir, 301 000. Ligne 115, voirie et réseau, 654, là, il s'agit surtout du solde d'enfouissement des réseaux. Donc là, le chiffre est important parce que à chaque fois qu'on fait une tranche d'enfouissement, ça représente des sommes importantes. 116, pour mémoire, c'est un jeu à la marelle pour le périscolaire. 117, l'église, donc là, une ligne très importante. Là, c'est les travaux d'église qui ont commencé, y compris les révisions de prix éventuelles. Donc pour toute l'année. Ligne 118, aménagement des bâtiments. Bon, c'est tout ce qui concerne soit la mairie, les crèches, les écoles, Giverdy, etc. Donc il y a pas mal de dépenses à prévoir, 329 000. Ligne 119, maison Brochet, 70 000. C'est l'aménagement d'un appartement qui reste à faire à la maison Brochier. Bon, les carriers, c'est pour mémoire, 1440. Le skatepark, on a mis 10 000 €. C'est au cas où on aurait des indemnités éventuelles à payer. Donc on se met en réserve 10 000 €, mais le projet pour l'instant est arrêté. 122, le tennis, là, une ligne importante. Il s'agit des travaux et des coûts de maîtrise d'œuvre. Donc pour 1 194 000 €.
Ligne 123, la sécurité. Il s'agit de la deuxième phase de la vidéo et équipement police, donc pour 147 680. Il y a des subventions là-dessus. 124, les logements. Il s'agit des subventions que nous allouons aux bailleurs sociaux pour leur permettre de réaliser les programmes, donc 183 009. Ligne 126, propriété Trévoux, c'est le début des aménagements qu'on espère pouvoir commencer à faire. Et on a budgété 407 000 euros. Et enfin, 127, ferme des Saignes, c'est une provision de 20 000 euros en cas de travaux éventuels à réaliser. Voilà pour l'ensemble de ce tableau. Pas d'autres questions? J'ai une question sur la ligne concernant le skatepark. Vous parlez d'une indemnité, c'est une indemnité sur le projet qui était envisagé originellement ou sur un éventuel futur emplacement? Parce que, et au-delà de ça, on peut se questionner si c'est des indemnités juridiques de les associer en fait au projet futur, puisque est-ce que ça impliquera une diminution du budget ou ça risque de finalement artificiellement de renchérir un futur projet, alors que cette indemnité, si elle devait avoir lieu, encore une fois, c'est hypothétique, hein, si elle devait avoir lieu, en fait, elle n'a pas de rapport avec le futur projet. Non, mais le fait est, c'est que on a abandonné un projet qu'on avait lancé, donc on a un risque d'indemnité. Donc après, il n'est peut-être pas dans la bonne case, mais ce risque, il existe. Voilà. Après, ça n'a rien à voir avec l'éventuel projet futur. Mais on est bon, a priori, on est relativement, enfin, la probabilité, elle est relativement faible, mais elle existe, donc on est obligé de le prévoir. C'est la maîtrise d'œuvre qui, éventuellement, pourrait nous demander des indemnités. D'autres remarques, questions sur ce budget principal 2023? Donc, je vous propose de le mettre au vote. Il y a encore Oh, pardon. Encore un petit tableau. C'est pas fini. C'est pas Désolé, fini dans les Philippe. dépenses. Je voulais Là, on aller a plus vu vite que toi. les principaux chapitres, mais il y a d'autres dépenses. Alors, bon, ligne 020, les imprévus par définition, donc on est suffisamment prudent. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle un montant d'équilibre. Hein. C'est pour équilibrer les recettes et les dépenses. La ligne 10, bon, une petite somme là, c'est en fonction du passage des frais, en fonction du passage d'un système comptable à un autre. Nous allons passer l'année prochaine à la M57. Donc c'est une autre partie de plaisir par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. La ligne 16, c'est les remboursements de capital, hein, 351 000 euros. Alors, la ligne 41, là c'est une opération d'ordre. M'en demandez pas plus, ou alors il faut demander à Sarah de nous expliquer en quoi ça consiste. Oui. C'est les intégrations des frais d'études et des frais d'insertion. Quand on fait des travaux, on a la partie maîtrise d'œuvre et frais d'insertion, donc quand on publie les marchés, qui sont dans les comptes 20 et qu'on doit après intégrer dans les comptes 21, donc les comptes définitifs. Je parlais du 41 là. Oui, les opérations patrimoniales. D'accord. 041, 650 000. Voilà. Et donc on est obligé de faire ce travail aussi d'inventaire par rapport au passage en M57. Donc c'est pour ça que le montant est assez conséquent pour 2023, parce qu'il faut qu'on appure absolument l'inventaire pour pouvoir faire ce passage en M57. On va passer aux recettes. Donc recettes d'investissement. Alors là, il s'agit de subventions, par exemple Parking Saint-Charles, des subventions de la région. La ligne 123 sécurité, c'est pareil. La ligne 127 ferme des Saignes, idem, sauf que là c'est la métropole. Ensuite, les excédents, bon, on a vu par exemple la ligne 001, on a vu tout à l'heure, c'est ce qui est l'excédent dont on a parlé tout à l'heure. Ligne 10, dotation, fonds divers, etc., c'est le besoin de financement. Et après, on retrouve les chiffres qu'on a déjà évoqués pour équilibrer la balance recettes-dépenses. Pas de questions? C'était le dernier tableau pour le budget principal. Donc tout ceci
est repris dans le résumé, et on vous demande d'approuver l'ensemble des dépenses et des recettes pour la section fonctionnement et la section investissement. Donc, fonctionnement, on arrive à un ensemble de dépenses de 10 222 429 euros. Pareil pour les recettes. Et au niveau investissement, de 6 231 848 euros. Et c'est ce que nous vous demandons de bien vouloir approuver. Ludovic? Oui, j'ai une question alors, qui est plus générale, qui s'adresse à plusieurs tableaux, qui concerne la pénalité SRU. Alors, on sait que mécaniquement, elle augmente du fait de l'augmentation du budget. On sait que par ailleurs, on lui soustrait une part des investissements, ou des subventions qu'on attribue aux différents bailleurs sur les différents projets. Et en fait, j'aimerais savoir s'il est possible aujourd'hui d'avoir l'impact, en fait, ou les conséquences de ces différents projets en termes de pourcentage de logements sociaux sur la commune à date, à 2022, et ce qu'on pense pouvoir réaliser et intégrer en termes de décompte de pourcentage fin 2023 par rapport aux 25% qui sont attendus en 2025. Oui, bon, de toute façon, c'est le contrat de mixité sociale. À ce jour, bon, on pourra faire un point là-dessus. Concrètement, on en a agréé un certain nombre par rapport au projet, sauf que les projets ne sortent pas. Donc, tant que les projets ne sortent pas, il ne se passe pas grand-chose. Aujourd'hui, on a agréé un certain nombre de logements, puisqu'il y a des programmes, il y a des permis de construire sur les collectifs qui ont été acceptés, avec un nombre de logements sociaux. Donc, à ce moment-là, ils sont mis on a un agrément avec un bailleur, sauf que pour qu'ils soient définitivement décomptés, il faut que les projets ils sortent. Et aujourd'hui, ça ne sort pas. Merci. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a un pourcentage finalement qui n'évolue pas. Ouais. Et il est de quel niveau? Le pourcentage de logements sociaux sur la commune, on est toujours entre 6, 5 et 7. Voilà. Okay. On n'a pas bougé. Ouais. Et puis, il ne faut pas oublier que chaque fois qu'il y a de la division parcellaire, du coup, ça contribue. Et que, voilà. D'accord. Ouais. Merci. D'autres remarques ou questions? Très bien. Je peux le mettre au vote là, Philippe, c'est bon? Très bien. Donc je vous propose de mettre au vote le budget primitif 2023 du budget principal. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc Ludovic et l'équipe de Saint-Didier autrement. Merci pour votre vote. Et nous passons maintenant au point suivant, le point 10, qui concerne le budget primitif 2023 sur la halle. Bien, donc, même exercice pour la halle. Alors, fonctionnement de la halle, là, on a un tableau qui fait les dépenses et les recettes. La première ligne, 011, il s'agit des charges totales, j'allais dire, de la halle. Donc, en 2023, il est prévu 47 471 euros. Donc, c'est toutes les charges, que ce soit le gardiennage, le ménage, la maintenance, les honoraires de la régie par Dieu, etc. Donc, l'ensemble des charges qui sont ensuite réparties entre le propriétaire et le locataire. Ligne 042, donc opération d'ordre de transfert, il s'agit des amortissements, là. 30 000 euros. Ça, c'est pour les dépenses. Donc, total 77 471 qu'on va voir répartis en recettes. Alors, recettes, la ligne 70 qui est la ligne de récupération des charges, donc provision de charges à hauteur de 22 000 euros. Alors, je précise, les chiffres sont en hors taxe, là, hein, contrairement au budget principal de la commune qui est en TTC, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il y a une TVA au niveau des halles. Hein. Ligne 75, autres produits. Alors là, il s'agit des produits de la location des espaces, les AOT, donc 23 000 euros. Aujourd'hui, à savoir qu'il y en a 7 de loués, donc le calcul a été fait sur 7 et pas sur 8. Donc si on avait un dernier locataire, on pourrait avoir un peu plus de recettes à ce niveau. Donc là, 23 000 euros. Donc ça fait un total de recettes réelles de 45. Et puis après, bon, les opérations d'ordre,
la dernière ligne 042, il s'agit essentiellement de l'amortissement de la subvention de la commune qui avait été prévue sur 50 ans. Donc 24 500 €, c'est 1/50e de ce que la commune a alloué, soit 1 225 000 € sur cet investissement. Alors, ce qui est intéressant de voir là, c'est le rapprochement évidemment entre les dépenses et les recettes. Donc, on a en gros 45 000 € de recettes, que ce soit en récupération de charges ou en produits de location, face à 47 471 € de dépenses. Donc, on est un peu juste. Mais si on pouvait louer le 8e emplacement, on serait tout à fait dans les clous. Bien. Maintenant, passons aux investissements. Bon, je passe sur tous les chiffres précédents. Alors, budget 2022. Donc, en 2023, il n'y a que la ligne 21 où vous voyez apparaître un montant de 51 480 € au niveau des immobilisations corporelles. Donc là, c'est à la fois l'amortissement plus projet de travaux de climatisation. Et en recettes, donc on voit à la ligne 001 les 45 980 € qui sont l'excédent dont on a parlé tout à l'heure. Et puis opération d'ordre, 30 000 €, ça effectivement c'est l'amortissement. Donc pour équilibrer à 75 980 de part et d'autre. Pas de questions ? Marc ? C'est pas une question technique finance, mais tu viens de préciser que ça serait bien de louer le 8e emplacement. Comment ça se passe en fait ? Il y a des annonces, non ? Comment vous faites ? Qu'est-ce qui est écrit là aussi fort ? Je vais répondre à Marc. Aujourd'hui, en fait, l'emplacement, c'était l'emplacement qui était historique fleuriste, sur lequel, suite au départ du fleuriste, il y avait eu des épices et puis café, enfin bref, il y a eu, voilà. Aujourd'hui, c'est un petit peu, on va avancer sur ce 8e. Par contre, il y a une partie un peu volontaire, parce qu'il y a une réflexion aussi par rapport au stand du caviste. Et du coup, on se posait la question de savoir si on étendait le stand du caviste dans la réflexion, et qu'on mette éventuellement entre guillemets un 9e stand en mettant de la fleur coupée en extérieur, peut-être que les matins, etc. Donc du coup il y a un peu une réflexion interne. Alors ça donnerait l'équilibre, mais pour ça, enfin quand même en prix initial, c'est un petit stand sur les 8, ils sont 8, mais c'est un petit. Et ce qu'on perd, c'est 125 € revalorisé depuis 2019, mais c'est 130 € par mois. La revalorisation, je ne sais plus. La moyenne, c'est 250 €. Non, enfin, il y avait deux prix d'origine. Il y avait il y avait deux stands qui étaient à 125 €. Enfin, et les pains spéciaux sont à 250. Et celui-là, il était resté à 125 €. Donc, en fait, voilà, on n'est pas non plus sur. Voilà. Donc. Et on est dans une démarche là, un peu de réflexion justement par rapport à est-ce qu'on est dans le caviste, pas le caviste, et on mettra en place, on a des contacts. Oui, c'était pas vraiment purement financier, hein, c'était plus dans l'optique comment on fait, voilà, mais ok, merci. D'autres questions ou remarques ? Très bien. Donc, je vous propose de mettre ce budget primitif 2023 pour le budget de la halle au vote. Qui est contre ? L'équipe de Saint-Didier autrement. Qui s'abstient ? Ludovic. Merci pour votre vote. Et merci Philippe pour toute cette partie budget. Et nous passons au point 11. Qui concerne le bail à construction avec Habitat et Humanisme sur le Tènement Meunier. Didier. Bien, comme on l'avait évoqué depuis un certain temps, lorsque la commune s'est portée acquéreur de la propriété Meunier,
il y avait un engagement vis-à-vis de la métropole qui était qu'au-delà de la propriété elle-même, il y avait un engagement de faire des logements sur une partie du Tènement. Et donc, aujourd'hui, on a avancé, on avait parlé, on a sélectionné, en fait, comme le dit notre synthèse, un partenaire, un bailleur, pour porter un projet qui soit un projet intergénérationnel, à la fois de personnes adaptées seniors et de familles monoparentales, parce que ça répondait en fait à une demande, à une offre qui était insuffisante sur la commune. Donc le choix qui a été fait pour le financement et le montage de cette opération, c'est de faire un bail à construction sur une période de 55 ans, et donc qui est donné à Habitat Humanisme, sachant que la commune, dans ce projet, se réserve les deux commerces de rez-de-chaussée qui seront dans le projet, et puis une partie d'un stationnement extérieur. Et peut-être que pour voir le contenu du bail à construction, on va peut-être juste simplement vous présenter un plan masse de ce bail à construction. Donc je ne sais pas si c'est lisible pour tout le monde en termes de situation. On voit que en fait, le projet, qui n'est pas définitif, puisqu'il va y avoir il y aura un permis de construire qui va être déposé. Donc là, on est uniquement sur un plan masse. Mais le schéma, c'est d'avoir sur l'esplanade, sur la droite, dans le prolongement de la pharmacie, un bâti qui abritera ces fameux logements sur une organisation de même hauteur que les pharmacies existantes. C'est-à-dire qu'on va être sur du bâtiment R+2. R+2 avec toit pente. Donc on sera sur les mêmes hauteurs dans la continuité du bâti qui est sur la rue de la Résistance. On aura une réserve avec un cheminement piéton qui partira de la rue Paul Chevrel, pardon, dans l'autre sens, merci, qui partira de la rue Paul Chevrel pour remonter sur l'esplanade, donc le long des Tènements. Et le choix qui a priori va se dessiner au niveau du permis de construire, c'est qu'il y aura une traboule, en fait, il y aura une césure sur les deux bâtiments, et donc le chemin piéton, le cheminement piéton arrivera à l'intérieur, sur les bâtiments. La partie arrière, ce qui est marqué comme jardin privé, resterait dans le bail à construction avec le bâti. Et puis la commune conserverait la partie stationnement, en fait, ce qui est en couleur un peu plus foncée, où là, il est prévu des stationnements complémentaires, pas ouverts au public au sens large, mais qui permettent à la fois au personnel, les bénévoles et de la bibliothèque de pouvoir se stationner pour leur mission, et de donner quelques places au foyer Loiselet, au club Loiselet, qui du coup qui seraient des places pas PMR, mais sur des gens qui sont peut-être à mobilité un peu plus compliquée, pour leur permettre d'avoir un accès plus proche du lieu de l'activité. Donc voilà l'objet de ce bail à construction. Vous avez des questions? Valérie? C'est bon, merci. J'avais cru voir qu'on parlait d'une division parcellaire avec deux petites parcelles. En fait, on détachait une parcelle, non? Je me trompe? Est-ce que ça correspond à la partie piétonne? Oui, c'est la partie qui est sur la parcelle globale. Il y a une partie qui reste communale. C'est les parties qu'on voit en foncé là. Et puis la partie qui reste. D'accord. Donc du coup, il va y avoir une grande parcelle sur laquelle, donc, comme il y a une autre partie qui est construite mitoyenne, si je comprends bien, à la pharmacie, il y a cette petite parcelle. Il y a trois parcelles en fait. Non. Ça, en fait, c'est une traboule là, dans le projet tel qu'il va être. La partie, le cheminement piéton, ça serait une traboule. Un peu dans l'esprit de la halle. D'accord. Donc tu auras peut-être du bâti même en étage là. En fait, c'est pas arrêté. D'accord, ok. D'accord. Mais c'est un seul lot avec. C'est ça?
Elle n'est pas arrêtée, la construction. Mais c'est l'idée, c'est-à-dire qu'après, les RIF, ils travaillent à partir de ça. Voilà. Et nous, donc, on conserve le cheminement piéton qui sera public. Ouais. Et le stationnement. Et le stationnement. Alors attention au stationnement en termes de représentation. En réalité, on a l'impression que c'est grand, mais il y a c'est très talus. Hein. Donc en réalité, c'est pas, il n'y a pas d'exploitation. Il y a peu d'exploitation en dehors de la partie stationnement. D'accord. Et donc les accès seront à revoir effectivement aussi, parce qu'aujourd'hui on a un passage pétrolier. Bon, tous les accès seront à revoir au niveau du site. Alors non, les accès aujourd'hui, on a un accès le long là. On a un accès, il y a un portail déjà existant là, et il y a un accès, c'est l'accès pompier. Donc peut-être que du coup, voilà, là, il y aura un système de sécurité, puisque ça ne sera pas un parking au sens public. Alors je ne sais pas, est-ce que ça sera une barrière dont les pompiers auront l'accès? Est-ce que ça sera comme en bas de la ligne du Parc? J'en sais rien, mais ça sera pour que ça soit réglementé en termes d'usage. Okay. Tu parlais aussi des commerces que donc la commune se réserve, oui. Les commerces en rez-de-chaussée. Oui. On a des éléments un peu plus précis là-dessus. C'est quel type de commerce? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va imposer? Aujourd'hui, on l'impose dans le projet, mais aujourd'hui, il n'y a rien d'arrêté. Les surfaces sont pas complètement arrêtées, mais en grosso modo, on serait sur à peu près deux commerces de l'ordre de 90 mètres carrés, c'est ça? Voilà, 80 par 2, quoi. Voilà. Après, l'usage, je ne sais pas. Après, on verra en fonction. Ce qui est sûr, c'est qu'on est hors du périmètre commercial et artisanal. Donc, ça peut être des activités de service. Une banque. Ça pourrait. Oui, enfin, il n'y a pas de contrainte. Okay. Les banques, c'est un peu moins au goût du jour, d'une manière générale. Mais par contre, ça peut être un cabinet d'assurance, ça peut être une agence immobilière, ça peut être voilà. Mais par contre, non mais enfin voilà, on est par contre, nous serons propriétaires et donc nous aurons un droit de regard sur l'activité qui s'y fera. Okay. Et donc en termes pénalité SRU, donc on va donc aussi abonder dans ce projet-là et on va avoir aussi une décote sur la pénalité SRU. Exactement. Ok. Et on aura aussi donc du coup des logements réservés ou alors après on fait un bail à construction, donc c'est comme un autre projet, donc on sera réservataire sur une part, hein, puisque chaque fois qu'on produit des logements sociaux, on est réservataire pour 5% du projet. Donc 19 logements, 5%, ça fait pas grand-chose. En fonction de ce qu'on finance quoi en fait. Oui, mais la base, c'est quand même ça. Alors après, on peut gagner peut-être un logement. Aujourd'hui, c'est trop tôt pour le dire. Et après, il y a une part qui va au bailleur social. Donc là, Habitat Humanisme. Et par contre, on est en accord avec Habitat Humanisme, comme on l'est sur globalement tous les projets, pour que le bailleur nous laisse le droit de réservataire à sa place. C'est-à-dire qu'il nous rétrocède, entre guillemets, leur droit de réservation. Voilà. Et après, c'est la métropole et la préfecture. Donc après, on est dans les normes. Parce qu'on n'est pas, pour pouvoir avoir 100%, il faudrait que ce soit une opération 100%. Je vais te donner un exemple, c'est la maison Brochier. Là, la maison Brochier, on est propriétaire des murs, donc on est 100% réservataire. Okay. Voilà. Sur un aspect purement esthétique, on a la chance d'avoir une vue fantastique depuis l'esplanade de la maison Meunier. Est-ce qu'on est à peu près certain que la hauteur, puisqu'on est dans la déclinaison, on ne va pas cacher cette vue-là? Aujourd'hui, non, pas complètement, parce qu'on voit quand même qu'on va avoir une emprise, mais c'est évident que quand tu vois la base le bâtiment à la pharmacie, on va avoir un prolongement, dans le prolongement de la pharmacie, avec cette traboule qui donnera quand même une percée visuelle. Mais oui, il y aurait ça prendra un peu d'emprise. On voit qu'il y a un belvédère public, donc bon. Bah, moi, je pensais que le belvédère public était dans la maison Meunier, tu vois. Ah non, mais il reste. Ça bouge pas. Là où effectivement on va perdre peut-être, c'est la partie. Le champ de vision se réduit en fait. Pardon ? Le champ de vision se réduit, c'est ce qu'on est en train de se dire. Mais après il faut remettre ça dans son contexte. Lorsque la commune a préempté avec la métropole ce projet, il y avait un engagement. Et donc cet engagement, on se doit de le respecter. Non, mais ça c'est vrai, mais
de facto, la question de savoir est-ce qu'il n'est pas possible de plus les enterrer, parce qu'on est vraiment dans une grosse déclinaison, il n'y a pas une solution en tout cas à anticiper, voire dans ce qu'on peut imaginer pour limiter cet impact visuel. Si tu descends les bâtiments, tu vas te trouver trop près des constructions qui sont en bas et ils vont pas vraiment aimer. Enfin, c'est ce qu'on a pensé. Dans la base du projet qui est actuel, on reste vraiment, on remonte pas volontairement dans l'axe de la pharmacie. On voit qu'on coude pour laisser la perspective visuelle aussi de la maison Meunier, parce qu'au départ ça pouvait être aussi beaucoup plus. Donc on laisse quand même on laisse les percées d'ouverture et on garde le belvédère. Le belvédère, on n'y touche pas. Mais oui, de toute façon, il y a un bâti. D'autres remarques, d'autres questions sur ce point? Non, très bien. Je vous propose donc de le mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre unanimité. Voilà, l'ordre du jour de ce conseil municipal est terminé. Donc, passons au point suivant qui concerne les questions orales. Donc, j'avais des questions du groupe Saint-Didier autrement. Une question un peu globale qui concernait l'urbanisme, la circulation, la sécurité, la propreté de la rue Victor Hugo. Peut-être qu'on va commencer par Didier en premier. Alors, il y a la question posée, parce que bon, après je laisserai peut-être sur la propreté répondre Philippe. La question posée, c'est quelles sont les règles d'urbanisme appliquées et imposées aux propriétaires ou promoteurs concernant les nouveaux logements issus de divisions. Alors déjà, peut-être préciser la question, dans le sens où dès qu'on est sur de la construction de collectifs, les choses, les règles, elles sont imposées par le PLU. Donc il y en a une première, c'est les 30% de logements sociaux. En nombre et en surface par rapport au projet. Ça impose du stationnement qu'on renforce, on va au-delà de l'obligation, puisqu'on impose sur tout ce qui est accession, sur chacun des projets, 2 stationnements au lieu de la règle qui est de 1 stationnement pour 45 mètres carrés. Donc on va au-delà, là on dit que nous c'est 2 stationnements par produit. Quand c'est des logements sociaux, l'obligation c'est 0,8 stationnement par appartement. On impose 1 et on applique la règle des stationnements visiteurs qui sont de 1 pour 10, que ce soit du social ou que ce soit du... Donc on est dans une application du PLUH un peu renforcée pour tenir compte qu'on n'a pas les mêmes outils de service que dans les villes et que la voiture elle est peut-être un petit peu plus présente que dans d'autres secteurs. En ce qui concerne les locaux des poubelles, ils sont imposés dans les projets. Et également sont imposés le local vélo qui a été largement renforcé dans la modif 3, puisqu'on a triplé l'obligation légale en termes d'imposition de surface pour les vélos dans les projets. Après, la question, avons-nous fait des essais de sécurité? Je pense que j'ai pas compris la question. Je sais pas de quoi on parle. Pardon? Ça doit être pour tout ce qui est accès à sécurité, effectivement. Donc, attends, je vois rien. En cas de problème, d'une manière générale. Oui. Les accès sécurité, de toute façon, sur tout projet, on consulte la métropole. On impose un retrait. On impose le retrait pour que les véhicules, si c'est sorti de parking souterrain, il y ait la possibilité que la voiture qui sort soit en tampon et ne se retrouve pas sur la voie publique directement. Enfin, après, on respecte des règles du PLUH. Et on tient compte des avis de la métropole dans l'instruction des permis.
Après, j'imagine que les logements rue Victor Hugo sont quand même, effectivement, il y en a quand même beaucoup qui sont sociaux. Et avoir une place de stationnement par logement, c'est... Alors, je ne connais pas de projet. Je ne connais pas de projet actuellement. Je sais pas de quel projet on parle là. Alors, Rue Victor Hugo, aujourd'hui, il y a eu une réalisation de logements sociaux de construction. Ouais. D'accord. C'est un programme qui date d'il y a quelques années et qui dispose de stationnement. Donc tu fais référence à quel projet? Alors, en fait, c'est pas moi qui ai fait la question, mais peu importe. Non, mais si, c'est important. De quel projet on parle? La maison Vanaret, par exemple. Ah, d'accord, ok. Je suppose que c'est ça qui est... D'accord, ok. J'imagine que c'est ça. Parce que c'est le seul. Oui, alors justement. Alors là, on est sur un cas, la maison Vanaret, on est la règle en matière de stationnement et que ce soit des logements sociaux ou à l'accession, à partir du moment où c'est de la division entre guillemets en plateau sur de l'existant, le PLUH n'impose pas, et on ne peut pas imposer du stationnement. Et si on peut même pousser plus loin, quelqu'un qui achète une petite maison, qui décide de la découper en appartements, il ne change pas les façades, il ne change pas les ouvertures, il n'a même pas besoin de faire une déclaration préalable. Et voilà. C'est la règle du PLU. Alors, on essaye d'agir dans ces démarches, dans le sens où, quand on sent, quand on voit qu'il y a un moment donné, on est sur de la division en plateau d'une opération immobilière sur du bâti existant, et qu'on voit qu'on nous demande des ravalements de façade, des ouvertures, etc., on se doute qu'il y a peut-être un projet de division, et auquel cas, à ce moment-là, on rentre en contact avec le porteur du projet, et on essaie de discuter avec lui sur le projet lui-même. Ou on essaye de le prescrire, ce qui nous permet, parce que s'il n'y a pas de possibilité, 33 rue de la République, le propriétaire, il achète la maison, il a décidé de le découper en 5 logements, 4 logements, peu importe. Là, on a préempté, et on va faire des logements sociaux. Mais on peut pas, les stationnements, de toute façon, ils n'y seront jamais. Donc on essaye de compenser, au moins que ça serve un peu autrement, quoi. Mais sinon, on ne peut pas imposer le stationnement sur du découpage. Donc pour Vanaret, il n'y a pas de stationnement. Pour Vanaret, il n'y a pas de stationnement. Aucun stationnement. Il y a combien de logements là-bas? Il y a 6 ou 7. 6 ou 7, je ne sais plus. Il y a 300 mètres carrés de... Attends, il y a 300 mètres carrés, je crois que c'est 320 mètres carrés de surface habitable de mémoire. Hein. Après, auparavant, je sais pas. Là, on va avoir 7 lots. Hier, il y avait peut-être, je ne sais pas comment était cette maison avant. Il y avait peut-être déjà 2 lots. Il y avait peut-être déjà 4 bagnoles. Hein, j'en sais rien. Hein. Je ne connais pas l'histoire. Hein. En tout cas, donc les voitures, effectivement, se retrouvent dans la rue, quoi. J'imagine, et que ça doit créer des problèmes. Effectivement, on peut le comprendre de passage, de circulation gênante, je ne sais quoi. Ouais. Et alors, je crois qu'effectivement, on nous parle d'un terrain qui serait disponible à côté. Il n'y a pas moyen de créer des micro-parkings, comme évoqué dans la question. Après, il y a une autre question, et y répondre aussi. Créer des micro-parkings. Ouais. Alors moi, ce terrain, je ne sais pas de quoi on parle comme terrain, mais bon, peu importe. Hein, mais oui, s'il y a un terrain, effectivement, on peut se porter acquéreur. On peut toujours se porter acquéreur. Maintenant, c'est du terrain constructible. On peut donc penser à une solution, effectivement, pourquoi pas des micro-parkings à voir. Si vraiment il y a un gros souci de stationnement vraiment gênant, pourquoi pas il faut que la commune, elle décide d'acheter 500 ou 600 000 euros, un terrain sur lequel il peut y avoir une maison pour faire du parking. Donc c'est l'investissement de l'achat du terrain, parce qu'on l'a pas, nous, le terrain il n'est pas à nous. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on préempte le projet, enfin qu'on l'achète au propriétaire qui vend, au prix de la constructibilité de son terrain, et qu'en plus on réalise des aménagements. On peut toujours. J'entends, mais après on arrive.
on comprend bien effectivement quand même le problème. Enfin, c'est limpide. On comprend bien qu'il y a un souci effectivement de stationnement quand les logements n'ont pas de place attitrée, évidemment. Mais nous, en tant que commune, est-ce qu'on a des outils pour réglementer le stationnement sur la rue Victor Hugo, en tant que commune? Je laisserai peut-être te répondre. Mais la seule chose qu'on a, c'est le PLUH. Si on se met contre le PLUH, voilà. Mais là, c'est pas une question de Ah bah de si, la parce que- constructibilité. si, bien sûr que si, c'est c'est même pas la réglementation de stationnement dans la commune. Donc c'est pas en fonction d'une constructibilité, c'est pas sur le PLUH. Oui. Non, mais c'est au niveau circulation. on Est-ce peut qu'on n'a pas- pas des outils qui nous permettraient de le réglementer? Ben, par exemple, et, on pourrait dire, parce qu'on parle là d'une maison où il y aura 7 logements. Mais enfin, aujourd'hui, dans la rue Victor Hugo, il y a aussi des maisons où il y a 30 ans, il n'y avait qu'une famille avec une seule voiture. Et puis aujourd'hui, la famille, elle a 4 voitures. Ben, du coup, on peut peut-être réglementer et dire aux gens qu'ils n'ont plus le droit d'avoir 4 voitures. On peut. Non, mais dans l'absolu, enfin, tu vois. Ah mais attends, alors après c'est un autre sujet, c'est-à-dire que si le stationnement, après c'est un problème de réglementation du stationnement, mais ça on peut, et ça Philippe peut répondre, mais dans l'absolu on peut pas s'opposer. Après, il y a eu des difficultés, et Philippe en parlera beaucoup mieux que moi, sur des gens qui abusaient et se garaient, qui gênaient, que les camions poubelles ne pouvaient pas passer le matin, etc. J'ai le sentiment, mais je laisserai la parole à Philippe sur le sujet, que ça s'est amélioré. La situation a dû. Je te laisse répondre. Oui, on est intervenu depuis le début du mandat pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus de blocage par des voitures mal garées sur des voies qui sont relativement étroites. A priori, vu le nombre d'appels limités que j'ai maintenant le matin à 7 h du matin, j'en conclus que la situation s'est bien améliorée. Mais bon, après, c'est des gens aussi qui utilisent la rue Victor Hugo pour se garer devant chez eux. Je pense que si on montait là, sur la place Martel, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de voitures la nuit. Hein. Donc c'est aussi les gens, il faut aussi qu'ils acceptent de faire 150 mètres à pied. Mais voilà. Donc nous, on peut agir quand les poubelles passent plus, etc. On peut travailler le civisme, etc. Mais tout ça a des limites, quoi. Voilà. Donc sur l'histoire sur la réflexion des micro-parkings, oui, bien sûr. La difficulté, c'est que on est sur des tènements. Ça serait des tènements qui seraient non constructibles, qu'on pourrait demander à la limite à la modification du PLU, de dire est-ce que vous pouvez nous autoriser à les consacrer et les acheter à un tarif. Oui, mais c'est pas le cas. Aujourd'hui, le secteur de Saint-Fortuna est un secteur de hameau doté d'un PLU avec un taux de constructibilité important dans la typologie de ce hameau. Et donc, on est sur des tènements qui sont excessivement chers. Donc après, c'est un choix de dire, je mets 1 million d'euros pour faire 20 places de parking. Mais j'ai cru comprendre que c'était déjà très cher pour en faire 90. Donc, ensuite, sur l'autre question, d'utiliser les pénalités, sur l'exemple que vous citez alors, nous, on fait partie, on a un PLU un PLUH au niveau métropolitain qui ne prévoit pas ce type de disposition. Et donc, je ne sais pas dans quelle mesure on pourrait s'enfreindre et la créer. Et en tout cas, si on était amené à le faire, ça veut dire que ça serait général et qu'on donnerait la possibilité aux promoteurs de ne plus appliquer l'obligation qu'on leur fixe de stationnement. Et on se retrouverait avec pas beaucoup d'argent pour construire du stationnement très cher. Et d'ailleurs, je crois même que la métropole, la ville de Lyon, dans le passé, l'imposait et ne l'impose plus. Ils ont supprimé cette pénalité s'ils ne construisaient pas les parkings. Il me semble qu'elle a été supprimée. Est-ce que j'ai répondu à peu près à l'ensemble des questions? Oui? Merci. Philippe, tu n'avais rien d'autre à ajouter, toi, sur ce point? Il me semble qu'on a répondu à l'intégralité des questions qui étaient posées.
Merci. Merci. Il y avait une autre question qui concernait Léo Lagrange et qui disait où en est-on avec le problème de fonctionnement du périscolaire du soir et du mercredi au bourg géré par le prestataire qui est Léo Lagrange. Le prestataire va diminuer prochainement le nombre de places faute de personnel. Depuis juin 2022, il évoque une difficulté de recrutement et un manque de candidats. Lors du dernier CM du 14 décembre, nous avons voté une augmentation annuelle de 40 834 € qui redéfinissait la part de personnel permanent et occasionnel pour permettre de répondre à ces difficultés et dans l'intérêt d'une meilleure qualité de service. Malgré cette augmentation financière, la situation continue de se dégrader. Le problème est donc plus complexe au sein de Léo Lagrange. Le contrat de délégation de service public ne sera bientôt plus respecté. Et vous vous posiez la question et vous nous demandiez, est-il opportun de réfléchir à la création d'une solution intégrée, d'une filière d'animateurs et pourrait-on avoir recours à des services civiques? Alors je vais répondre à ces questions. Virginie Bognard n'étant pas là, on a fait un point avec elle, parce qu'elle travaille avec Adrien Botta, donc le responsable des affaires scolaires de la commune. Donc avec effectivement, la fédération Léo Lagrange rencontre des difficultés de personnel depuis plusieurs semaines en raison d'un déficit de recrutement et d'une instabilité des équipes en place. Pour pallier à cette situation, le conseil municipal de décembre a donc autorisé l'avenant de 40 000 € supplémentaires qui permettra de proposer des contrats plus attractifs et mieux rémunérés. Apparemment, il y a quand même un souci de salaire, de montant de salaire. Ces recrutements sont en cours. Le prestataire rencontre depuis quelques jours plusieurs candidats. Pour faire le point sur cette situation, Virginie Bognard et le service jeunesse ont rencontré les responsables locaux de Léo Lagrange le 17 janvier. Nous avons signé un courrier de mise en demeure pour l'application des dispositions du contrat. Nous avons adressé au prestataire donc le 20 janvier. Depuis, des mesures ont été prises et demain matin, nous rencontrons le directeur régional qui viendra présenter les dispositions de résolution à court terme. En attendant, le prestataire est en manque d'animateurs, on ne peut pas dire le contraire, et ne peut plus atteindre les objectifs de taux d'encadrement fixés par le contrat et par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Ainsi, jusqu'aux vacances de février, c'est-à-dire fin de la semaine prochaine, des adaptations de l'accueil sont mises en œuvre. C'est-à-dire que la capacité d'accueil du périscolaire est réduite uniquement le mardi et le jeudi soir, à hauteur de 30% sur le périscolaire en maternelle et de 25% sur le périscolaire sur le CP-CE1. Cette situation concerne au total 23 enfants qui se retrouvent donc sur une liste d'attente. Les autres temps d'accueil ne sont pas touchés jusqu'aux vacances de février. En revanche, il n'y a plus, pour l'instant, d'inscription supplémentaire possible, car nous essayons de maintenir les effectifs constants. Pour ce qui est des vacances, les inscriptions sont réservées aux désidériens en priorité et selon les priorités suivantes qui sont « il faut que les deux parents travaillent » et que ça s'adresse aux plus faibles quotients familiaux et à ceux qui ont plusieurs enfants, donc aux fratries. La commune fait le nécessaire pour que le prestataire assure sa mission de jeunesse publique, sa mission de service public pour la jeunesse, garantie par le contrat de DSP qui, je le rappelle, couvre la petite enfance, l'enfance et la jeunesse. Je pense qu'il est faux et excessif de dire que ce contrat n'est pas respecté. Inutile de crier au loup à ce jour. Je ne peux pas évoquer avec vous ce soir la question de la reprise des services en régie directe. Et je crois qu'ici, tout le monde est parfaitement conscient que la situation du marché du travail est compliquée. Je ne cherche pas d'excuses à la Fédération Léo Lagrange, mais on doit trouver avec lui, avec le prestataire, des solutions pour les désidériens. Et demain matin, on devrait avoir des choses un petit peu plus concrètes concernant et leur recrutement et comment ils pensent régulariser cette situation dès la rentrée des vacances de février.
Voilà, je pense avoir balayé la question, mais si vous avez d'autres remarques ou d'autres questions, je vous écoute. Gaël? Juste sur le point de... Il y avait une petite question à la fin de la question qui était sur la création d'une filière intégrée. Alors, je ne suis pas sûr que la terminologie de filière intégrée soit intéressante, mais les gamins qui ont entre 15 et 17 ans ont la possibilité de passer le BAFA. Et dans les communes d'à côté, en particulier, je crois, à Champagne et à Limonest, ils financent le BAFA. Est-ce qu'il ne serait pas une bonne idée de financer, pour ceux qui le souhaitent, sur la commune, et ensuite de leur demander une rétribution en termes d'heures de participation à l'animation, alors je ne sais pas si c'est en parallèle de la DSP ou je ne sais pas, bref, quelque chose qui puisse finalement faire un lien entre la jeunesse désidérienne et la de jeunesse formée à l'animation, parce qu'il y en a un certain nombre. Alors, pour le coup, je parle de mon fils, donc là au moins je connais un peu le sujet, mais ce ne serait pas totalement déconnecté de se dire, écoutez, ça coûte 300 balles ou 400 balles, on vous le finance. Par contre, en contrepartie, vous devez donner, je sais pas, X heures par année à la communauté et dans l'application de votre BAFA, sachant que le BAFA se passe en plusieurs étapes et nécessite des stages. Donc autant les faire dans d'autres communes si on décide de les financer. Voilà, c'était un peu ça la petite question subsidiaire. Oui, effectivement, il fallait comprendre la subtilité de la filière intégrée. Donc effectivement, c'est une piste qu'on a commencé à étudier, d'autant plus que la Fédération Léo Lagrange est formatrice BAFA, donc voilà. Donc c'est des choses qu'on a commencé à aborder, également aussi avec la mission locale, voilà, qui elle traite les jeunes jusqu'à 25 ans, traite le cas des jeunes jusqu'à 25 ans. Voilà, donc c'est des pistes qu'on peut aussi tout à fait envisagées et qui sont sur la table aussi avec Léo Lagrange, dans la mesure où la collectivité, là aussi, est dans l'apport de solutions pour la Fédération Léo Lagrange, sans porter le service qui est porté par le délégataire. En fait, j'ai cru comprendre dans les problématiques qu'on a aujourd'hui, c'est que Léo Lagrange payait quelques heures en fait pour certaines dans des contrats d'une heure, 2 heures. Donc en fait, pour monter sur la commune, redescendre, pour faire quelques heures, c'était très compliqué en fait. C'est créer quand même une tension au niveau du marché de l'emploi et de l'attractivité des jobs qui sont proposés à ce moment-là, qui est un peu compliqué. Donc sans pallier et sans se substituer, comme tu viens de le dire, en fait, ça pourrait être aussi un truc intéressant en disant on a des jeunes sur la commune qui peuvent venir à un moment donné pallier, participer à cette vie-là. Voilà. Très bien. Oui, juste une question supplémentaire sur le sujet. Est-ce qu'on sait si les communes qui ne sont pas en délégation de service public ont les mêmes difficultés de recrutement ou est-ce que leurs effectifs sont stabilisés et du coup, ces communes sont moins touchées par ces difficultés? Oui. Alors là aussi, ça tient à une caractéristique de la ville de Saint-Didier, puisque Léo Lagrange réalise d'autres prestations dans d'autres collectivités. Je ne suis pas sûr, Villeurbanne, je ne suis pas sûr. Qu'est-ce qu'ils nous ont... Enfin, en tout cas, sur le secteur de Villeurbanne, ouais, par là-bas. Sauf que là-bas, c'est plein d'étudiants, c'est plein de Lyonnais. Non, ma question n'était pas liée à Léo Lagrange, mais si les communes qui sont en service public direct, qui n'ont pas de délégation, qui ont du personnel communal. Mais je peux vous parler du marché de l'emploi si vous voulez, sur le recrutement en général. Saint-Didier a en ce moment, et depuis plusieurs mois, 5 postes à recruter, sur lesquels il est très difficile de trouver du marché de l'emploi, des candidats. J'ai rencontré plusieurs partenaires de l'emploi pour mobiliser plusieurs filières. Le marché de l'emploi a changé, a énormément changé. Donc il faut aussi, et pour répondre à M. Estublier, la filière animation doit se rénover en profondeur sur les contrats, sur les heures payées, voilà. Donc c'est pour ça que vous avez voté ces contrats CD2I qui sont déjà une avancée pour le prestataire. Maintenant, après, Saint-Didier ne fera pas tout le travail que la filière animation a à faire sur la revalorisation de ses salaires et de ses conditions de travail. Et pour travailler sur son attractivité. Voilà. Donc l'attractivité de la filière, elle est générale. D'autres remarques ou questions sur ce sujet? Non. Bon, il y avait une dernière question qui portait sur
le tennis et donc sur le permis de construire qui avait été accordé. Donc je passe la parole à Didier. Bien, oui, donc ce que je voulais préciser, c'est que je tiens une commission, que cette tennis. Cette commission, elle s'est tenue le 29 novembre, avant la validation du permis de construire, et qui a donc été présenté à la commission. Aujourd'hui, il est affiché, et donc il est disponible. Donc je vous engage, enfin ceux qui le souhaitent, hein, à envoyer un mail à urbanisme@stdidier.com et on peut vous le transmettre de manière numérique. Comme ça, vous avez l'intégralité du permis. On ne peut pas avoir un schéma, quelque chose projeté ce soir? Enfin, demain, tu l'as, il suffit de le demander. Hein, c'est pas... voilà. Et alors, je vais aller plus loin de ça dans mon raisonnement, Laure. C'est que la commission tennis, elle a été constituée avec des membres qui ont été présentés. Vous êtes représenté et votre représentant, il n'est pas venu. Voilà. Non, mais c'est... Je veux dire, je comprends, mais... Alors, je vais me renseigner sur le sujet. Je crois de mémoire qu'il n'avait pas été... Enfin, pas reçu d'invitation, mais je vais lui redemander encore une mais je seconde crois fois. même qu'il s'est excusé. Alors, tout à fait, je vais demander. Voilà. Je vais demander. Après, le PC a été accordé quand? Il y a peu de temps que ça a été accordé, le PC. Le 20 décembre. Voilà. Donc, en fait, la commission était... Donc, c'était pas encore le cas. Le 29 novembre, on a fait la réunion. Voilà, tout à fait. Donc, en fait, avant accord du PC, on ne voit rien. Donc, pas tant que c'est passé, on aurait dû faire quelque chose. C'est tout. Non, Voilà. mais je ne conteste pas. C'est pas la question, elle n'est pas. C'est qu'on peut. Les PC, à partir du moment où ils sont accordés, ils sont accessibles. Enfin. Et il y a tout dans le PC. Donc je pense que c'est le. Le sujet de fond, c'est que c'est quand même un gros investissement. Voilà, c'était juste une demande républicaine de partager un projet qui est quand même un projet important, comme pourrait être le parking ou autre chose, c'est tout. Ça a été sans aucun doute. Moi, j'ai pas vu le sujet, d'accord. Donc pour le coup, c'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est que ça coûtait pas grand-chose de présenter le projet. On a présenté en réunion publique, on a fait une commission tennis pour présenter le projet avant sa conclusion. Il y a eu une réunion publique, j'ai plus la date précise, sur lequel il a été présenté 2 esquisses du projet. Donc ça veut dire qu'on n'a pas, le projet n'est pas caché. Après, si la question, le sujet c'était de se dire, non mais si la question, en fait je repose la question, je sais rien moi. À quel moment le sujet va être présenté je peux poser la question différemment. À quel moment est-ce que le sujet va être présenté de manière un peu plus formelle et open au Conseil? Voilà. Je peux poser la question différemment si c'est ça la question. Est-ce qu'il y a une date de prévue? Est-ce qu'il y a une volonté de le faire ou pas d'ailleurs? Aujourd'hui, le PC, il a été accordé. Donc il y a un projet qui a été retenu entre les deux. Voilà. Les deux esquisses. Donc est-ce qu'on peut avoir voilà. Je pense que. Est-ce qu'il y a une volonté de ne pas vouloir le présenter? Non, il n'y a pas de volonté. C'est dommage parce que franchement, c'est un gros projet. Il y a plus d'1 million d'investissement. Non, mais il n'y a pas de volonté. Simplement, si aujourd'hui, après demain, c'est est-ce qu'on pourrait présenter en conseil le collectif ou tel projet de PC? Non, mais c'est pas possible. On parle d'un projet de plus d'1 200 000 euros là dans les budgets. Donc c'est quand même, c'est pas totalement délirant de poser la question. Que je pose, si on a les 2 esquisses qu'on a présentées à la réunion publique, là, mais si on ne veut pas le faire ce soir, on peut le faire correctement. On peut les montrer. Tu vois ce que je veux dire? Si c'est les 2 esquisses, la question elle est ouverte. Non, mais si on veut montrer les 2 esquisses qu'on a présentées à la réunion publique, dites-nous celle qui a été retenue par le. On vous les montre tout de suite. Si vous voulez le dossier complet, je pense qu'on va pas traiter le dossier complet, et que si vous voulez le dossier complet, allez, demandez-le. Sur la forme, on peut en discuter quand même, d'accord? Moi, ce que je demande, c'est est-ce qu'un sujet à 1 200 000 euros sur la commune qui engage, parce qu'aussi on peut augmenter, donc un sujet qui engage 1 200 000 euros d'argent public, est-ce qu'il ne peut pas être à un moment présenté auprès du conseil municipal? Ça ne me paraît pas totalement déconnecté comme demande. Voilà, au-delà du fait que, effectivement, en tant que citoyen, avant d'être un élu, je peux aussi aller demander à consulter le projet. Voilà, ma demande est assez simple et je ne suis pas sûr qu'elle offense personne, d'accord? Voilà. Non mais quand même, faut se calmer.
Je dis juste, est-ce qu'on peut le présenter la prochaine fois, par exemple? C'est une demande ouverte. La réponse, elle appartient à Madame le maire, elle ne m'appartient pas. Alors, ok. Traite le sujet de manière polémique par-dessus Moi non les plus. par-dessus Non, l'épaule. mais moi non Voilà, plus. je trouve que la Non, mais réponse, elle moi n'est non pas à la plus, si hauteur. tu veux. Mais c'est le travail, il a été avancé avec la commission, etc. Moi, à un moment donné, avant que le PC sorte, je comprends. Je consacre du temps. Je comprends. Je passe une soirée Je comprends. à réunir des gens pour présenter le projet, etc. Donc la démarche qu'on me demande de faire, je l'ai faite. Je suis pas responsable si les gens, voilà. À nouveau, je reformule la demande, d'accord? Est-ce qu'il serait possible à un moment donné, sur la base du PC qui a été accepté et qui est effectivement à disposition des citoyens, de présenter un investissement de plus de 1 200 000 € à supporter par la commune auprès des élus? Voilà. Je pense que c'est pas totalement déconnecté. Et pour conclure, tant qu'un PC n'est pas validé, on n'y a pas accès. Je comprends bien maintenant qu'il est validé. Voilà, c'est une question vraiment simple. Donc Didier, tu veux expliquer un petit peu dans les détails quel cours, et dire surtout que c'est une réflexion qui a été faite avec le club de tennis. Ils ont participé à toutes les commissions. C'est eux qui ont été les premiers, qui ont fait le choix de couvrir le cours 1 et 2 notamment, et pas 2 et 3 comme nous on voulait le faire au départ. Donc voilà, si tu veux donner un petit peu d'explication sur le projet, je te laisse faire. En fait, donc pour simplement rappeler, effectivement, on est dans le cadre d'un stécal, donc ça veut dire on est sur une zone qui n'est pas constructible. Donc on avait préalablement demandé la possibilité à la métropole de nous autoriser une construction. Et l'autorisation que l'on a eue, c'est de couvrir 1 ou 2 terrains à l'emplacement existant. Donc la première contrainte que l'on avait, c'était qu'on ne pouvait pas s'implanter ailleurs, on ne pouvait pas les déplacer, et on était obligé de couvrir les terrains existants. Sans compter qu'au-delà de ça, on est dans une zone inondable avec le Roche-Cardan, et qu'on doit tenir des distances. Donc même si on avait voulu les déplacer, c'était vraiment à la marge. Donc on avait une vraie contrainte. Donc on a travaillé sur la base de ces contraintes. Et on a travaillé effectivement, on a eu plusieurs réunions, il y a eu une étude préalable, etc., dans laquelle participaient les membres de la commission, et qui a abouti sur le choix d'un architecte, et sur lequel on a le cahier des charges qu'on lui a donné, c'est qu'on voulait quelque chose qui soit le plus intégré possible et le plus naturel possible sur le site. D'où le choix des matériaux. Donc on est sur des structures avec de l'ossature bois. On a peut-être une deuxième, non, voilà, avec une vue intérieure, et qui explique aussi le coût, parce que on est sur des matériaux qui sont un peu plus onéreux, mais qui jouent la carte naturelle et noble pour bien s'intégrer dans l'environnement. C'est un choix que l'on porte politiquement, enfin, je veux dire, dans les choix, et qui répond aux contraintes du site. Et une des contraintes peu visibles, mais qui est chère en coût, c'est qu'on est sur un terrain de remblai, principalement
On est sur les remblais de la construction du Crédit Agricole dans les années 80, fin des années 70, début des années 80. Et que donc ça s'est globalement stabilisé, mais pas complètement. Donc pour aller chercher la pleine terre, on a autant de micropieux que de poteaux que vous voyez. Et je crois qu'au total, on en a, je sais pas, c'est 28, je crois. On a 28 micropieux. Donc ça veut dire que le coût de la construction par rapport à un sol où on trouve la roche à 2 mètres ou 3 mètres, là on va chercher à 14 mètres par endroit. Donc du coup, quelle que soit la solution, on avait déjà, en termes de structure, un coût qui était nettement supérieur à un schéma classique. Et on l'a renforcé par le choix des matériaux. Le choix des matériaux, c'est pour l'aspect intégration. On s'aperçoit qu'il y a une vue quand même quand on va descendre en voiture, parce qu'on va le surplomber. Donc on aurait mis une bulle gonflable ou des tennis plus en mode bâche, comme on le retrouve à certains sites, Saint-Cyr, mais qui est dans un environnement fermé. Bon, là, on était sur une prise de vue qui était relativement importante. Du coup, on a voulu travailler ce choix d'intégration. Les deux cours sont reliés à la demande, donc ils sont légèrement décalés, mais ils sont reliés. De manière, c'était l'un des souhaits quand même du club, parce que en termes d'usage, ça permettait d'avoir, en termes d'enseignement, de pouvoir être sur le contrôle de 2 cours. Donc on a permis cette solution. Sur la partie avant, on voit qu'on a de l'enrobé qui est un peu plus important, parce qu'en fait, on a la casquette de toiture vient un petit peu plus loin pour avoir une zone hors d'eau plus importante pour les parents ou pour les usagers qui viendraient sur le bord, donc qui déborde un peu plus. Et puis, voilà, quoi, en gros, voilà la structure. Aujourd'hui, le revêtement n'est pas encore arrêté. Il y a des discussions, on en a encore parlé justement à cette dernière réunion du 29. Donc, est-ce que ça sera du micro-poreux? Est-ce que ça sera une résine? Est-ce que ça sera un gazon synthétique? J'allais dire qu'en approche budgétaire, les écarts sont quasi inexistants. Non, mais il n'y a pas beaucoup d'écart par rapport à l'enjeu du projet. Et l'important, c'est qu'on choisisse le revêtement qui est souhaité par le club. Et aujourd'hui, c'est pas... Hein, ils ne savaient pas encore. Voilà. Donc voilà le projet. En même temps, on refait quand même dans le projet ce qu'on ne voit pas, c'est que en fait, on va avoir sous la partie pelouse, on a imposé à récupérer quand même des masses d'eau qui correspondent aux toitures et qu'on ne peut pas, éliminer sur le Roche-Cardon à plus de 3 litres par seconde. Donc on a on a des tranchées, de récupération d'eau, des bassins de rétention qui sont extrêmement importants sous ces bâtiments qui coûtent. Voilà quoi. Et puis du coup, on reprend dans le projet les aménagements du parking d'entrée et puis l'environnement global du site. Et on fait les cours. Oui, bien sûr. Il y a un clubhouse aussi Pardon ? Il y a un clubhouse ? Alors, le clubhouse, pour l'instant, on ne le touche pas. Alors, on ne le touche pas parce que aujourd'hui, on est assez limité, parce qu'on est toujours dans le cadre du STECAL, donc l'autorisation que l'on a, c'est pas de construire du bâti, on n'a pas le droit de faire du bâti. Donc, on dépose dans le cadre du STECAL les tennis, et on a dit que dans un deuxième temps, on réhabiliterait les bâtiments, le bâtiment existant. Donc peut-être en les reliant entre eux, enfin bref, d'améliorer et de remettre à niveau l'existant, mais on restera sur la plateforme existante, on ne peut pas le déplacer et le mettre ailleurs, puisque le STECAL ne l'autorise pas. Donc voilà. Est-ce que ça répond ou pas? Merci pour l'explication. Voilà. En tout cas, ça répond aux besoins du club, parce que je vois Valérie qui rigole dans son coin. Ça répond aux besoins du club. Voilà. Voilà. Tout à fait. En fait, Valérie réagissait par rapport au clubhouse, effectivement.
Il disait que, voilà, on se demandait où il était, elle ne se moquait pas, effectivement, c'était compliqué par rapport à ce Clubhouse. Effectivement, je reviens sur Pierre Daniel. J'avais demandé à Pierre Daniel en 2021. Tu as raison. La commission, il n'avait pas pu venir en 2021. Mais voilà. Oui, mais j'ai revu à l'instant. Et... Non, mais tout à fait. Mais j'ai pas demandé depuis septembre. Donc effectivement, j'étais pas au courant moi de celle de novembre. Voilà. Mais oui. Et à ce moment-là, il faut que vous lui disiez si tu peux pas venir. On n'a jamais refusé quelqu'un d'autre. Jamais. D'autres choses? Très bien. Eh ben, écoute, Isabelle. Oui, au dernier conseil, j'avais posé la question, vous deviez peut-être vérifier sur les absences des élus au conseil, savoir s'il y avait une législation. Vincent, je crois que... Bon, Vincent a regardé, il n'y a rien dans le règlement intérieur concernant les absences. Donc on peut avoir 3-4 absences. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien. Eh bien, écoutez... Ah, Catherine, vas-y. Oui, moi je voulais juste vous rappeler qu'on a un spectacle demain soir qui s'appelle Affaires sensibles à 20h30. Donc c'est tiré de l'émission phare de France Inter qui retrace des procès, des affaires, enfin des combats qui ont eu lieu dans les 50 dernières années. Et donc demain, c'est une adaptation théâtrale de cette émission et ça porte sur le combat de 3 femmes. Donc, alors une qui s'appelle Pauline Dubuisson, qui a été au cœur d'un meurtre dans les années 50. Après, c'est Édith Cresson, première femme Premier ministre. Et le dernier combat de la maman de Vincent Imbert, Marie Imbert, voilà, qui avait donc relancé le débat sur la fin de vie. Donc je vous invite vraiment à venir demain. C'est à 20h30. Voilà, donc il y a Fabrice Drouel qui est l'animateur de cette émission sur France Inter qui est sur scène. Voilà. Donc j'espère vous voir nombreux. Merci. Merci Catherine. Il est 21h53. Je close ce conseil municipal. Merci à tous et bonne soirée.